Les contraintes de cette réalisation, alors bien qu'elles semblent un petit peu évidentes, je vais quand même les rappeler. Donc au départ, on avait un jardin qui était un peu plus petit. Donc il y a une petite parcelle de terre qui a été rachetée, il y a eu des gros travaux de fait, il y a eu de la terre de déplacer, mais en même temps, eh bien, il y avait une terre à créer, puisque une pelleteuse a tout simplement découpé la terre, ils ont créé un plat. Donc, mais on se retrouvait aussi bien, avec une surface très compliquée à aménager puisque on avait quasiment une partie à la verticale. Donc retenue terre d'environ 1 mètre. Donc, voilà la grosse particularité de l'aménagement et la plus grosse contrainte. Alors le sol est mauvais, bon ça c'est du jardinier qui doit se débrouiller avec. Donc dans cet aménagement, je devais être raccord avec à peu près tout le jardin et aussi il fallait que ce soit assez simple à entretenir. Alors ce n'est pas vraiment la meilleure époque pour montrer cet aménagement, c'est pour ça que j'ai essayé de retrouver d'autres images pour vous montrer d'autres plantes en fleurs. Mais actuellement il y a déjà quelques plantes à voir et c'est pour ça que je vais déjà faire une première petite séquence aujourd'hui. Donc pour faire une pointe, eh bien j'ai utilisé une bruyère tout simplement. Donc ça me semblait assez évident. Ensuite on a un Deutzia crenata nico. Deutzia crenata nico assez intéressant parce que ça met un petit peu de couleur. C'est une plante qui ne pousse pas très vite et en bordure, comme on est en bordure des traverses, plante quand même très intéressante. À vrai dire, ça ne demande pas d'entretien. Éventuellement, on peut mettre un petit coup de ciseau dans l'année. Et encore, on peut se permettre de ne le tailler que tous les 2 ans. C'est parfaitement adapté à ce genre d'endroit. Donc une pointe, un massif en pointe, impeccable. Ensuite, on a bruyère, azalée, mais pas encore en fleurs. On a ici une Nandina Firepower, donc c'est un bambou sacré nain. Lonicera Bakessens Gold, donc c'est un chèvrefeuille arbustif à feuilles jaunes. Après on a des maigruns, donc eux sont verts toute l'année. Et l'intérêt des maigruns et le but des maigruns, c'est tout simplement de couvrir la surface à pas cher. Alors il y avait une partie qui avait été bâchée, une toute petite partie. Derrière les traverses de chemin de fer, évidemment, on avait aussi un petit peu de bâche pour retenir la terre. Donc on avait mis une tôle tissée. Alors ici, j'espère que vous l'avez reconnu, mais bon, c'est quand même un arbuste qui n'est pas très courant. Photergilla major, floraison blanche fin avril, mi-avril, fin avril, en Normandie, je le rappelle encore une fois. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que la floraison est légèrement parfumée, oui, mais il n'y a pas que ça. C'est qu'à l'automne, il devient tout jaune, voire il peut aussi devenir un peu couleur flamme si le sol est un peu acide. Donc c'est un super arbuste et il a une petite dizaine d'années de plantation. Vous voyez la hauteur qu'il fait. Il est 50 cm au-dessus de moi au niveau du sol et il mesure grosso modo 1m70, 1m80. Donc ça fait un arbuste d'à peu près 1m20. On va dire ça fait 12 cm à l'année en croissance. Donc croissance assez lente. Donc, dans un sol très très bon, très fertile, légèrement acide aussi, et un petit peu frais, il peut pousser un petit peu plus vite, mais il pousse quand même très lentement et il est aussi très compact. C'est vraiment le genre d'arbuste que j'adore parce que ce sont tout simplement des arbustes qui ne demandent pas trop d'entretien. Autre chose qu'un laurier ou un forsythia. Donc derrière lui, on a une petite rose de Noël, mais ça vous l'avez peut-être reconnue, qui est un petit peu fanée, mais elle est encore jolie malgré tout. Et puis une bruyère. Derrière, on a un skimia.
Mais là-haut, on a des azalées du Japon et un rhododendron rouge tout là-haut. Alors ici, il y avait, bah oui, il y avait parce que des fois ça arrive, une daphnée, mais je me demande si les daphnées sont des arbustes qui vivent très longtemps. Parce que bizarrement, j'avais la même à la maison et elle est morte pile en même temps, la même année. Donc je dis pas qu'elles sont programmées pour mourir au bout de 10 ans, mais j'ai quand même l'impression que ces arbustes ne vivent pas très longtemps. Pourtant, il n'a pas fait froid, donc arbuste persistant, mais est-ce que c'est une maladie? Parce que c'est vrai qu'ils ont tendance à pourrir, donc le botrytis peut s'y foutre, pourriture grise, bon. Alors celui-ci n'a jamais voulu pousser, mais je pense qu'un jour il poussera. Un fusain émerald Getty, donc fusain panaché blanc. Peut-être un peu trop de concurrence, mais en tout cas une chose est sûre, le sol est très mauvais ici, donc c'est de la caillasse et c'est très argileux. Donc là-haut on a un Lonicera pourpre qui ne semble pas très pourpre, mais si je vous garantis qu'il est pourpre, il faut vraiment s'en approcher pour voir. Alors je vais grimper sur les traverses. Donc là on a une surface qui est en cours d'aménagement parce que il y a eu des arbres d'abattus ici dernièrement. Et il y a un cerisier à fleurs qui a abandonné, donc c'est un petit peu moins bien aménagé et c'est à retravailler légèrement. Alors j'ai pas précisé, mais comme c'était un bois auparavant, on a beaucoup de champignons dans le sol et donc il y a beaucoup de soucis au niveau reprise des plantes, puisqu'il y avait quand même pas mal d'arbres auparavant qui ont été abattus plus ou moins récemment. Et donc, eh bien, les rhododendrons, malheureusement, ont fini par abandonner. Donc comme ça, je pense qu'on en a perdu. Au total, je pense 3. Et il y en a un petit qui a fini par abandonner. Bon, là, c'est peut-être pas forcément un champignon. Peut-être la qualité du sol. Alors ici, même si ça semble complètement ridicule, ces 3 petits bâtons, c'est un Lespedeza. Et je vais vous montrer ce que ça donne en été parce que c'est vraiment surprenant. C'est une cascade, donc c'est très intéressant. Vraiment un arbuste un peu feu d'artifice. Comment il s'appelle lui? Il faudrait que je vérifie. Alors lui, il n'est pas forcément intéressant en fleurs parce que les fleurs sont un peu verdâtres, comme on peut le voir, légèrement teintées de pourpre. Alors légèrement, c'est pas très intéressant la floraison, comme beaucoup de Lonicera persistants et couvre-sol. Par contre, celui-ci n'est pas vraiment couvre-sol. Il est aussi très gourmand en lumière, parce qu'il n'aime pas l'ombre du tout. Il se tourne toujours vers la lumière. On évitera de le planter à l'ombre, parce que sinon il va vraiment se tourner que d'un côté. Bon, après on peut s'arranger toujours. Mais regardez un petit peu les jeunes pousses, très très colorées. Alors des arbustes comme ça, il n'y en a pas des milliers, à part quelques osmantes. Il n'y a pas beaucoup de plantes en fait qui font des feuillages comme ça. Donc les feuilles sont vraiment pourpres, à l'état très juvénile, parce qu'elles tournent très très vite au vert. On a grosso modo 10 feuilles teintées au bout de chaque branche, mais pas plus, parce qu'elles tournent très rapidement au vert. Donc c'est un arbuste qui n'est pas courant. Il est moins intéressant que la plupart des autres chèvrefeuilles arbustifs, mais il a sa petite originalité. Alors je pense qu'il faut le tailler très souvent parce que je m'aperçois que, eh bien, en le laissant un peu naturel, il est presque sans intérêt et on ne le remarque pas. Donc là, je ne voulais pas le tailler justement pour vous le montrer. Et je m'aperçois que bah, c'est pas terrible. De loin, on ne voit pas du tout qu'il est pourpre. Enfin pourpre, les feuilles juvéniles, hein, parce que les vieilles feuilles sont vertes. Donc derrière, on a un hou panaché. Ici, on a un Sinocalicanthus à fleurs blanches. Alors celui-ci, il est vraiment en bouton, il va bientôt fleurir. Soit je refilme un peu plus tard, soit je retrouve des photos, on verra bien. Et on va grimper un peu là-haut, c'est un peu
casse-binette. Donc là-dessous, c'est un petit peu fait exprès qu'il n'y a pas forcément grand-chose, parce qu'on a vraiment un tapis de scie. Donc c'est pour ça que ça fait très bleu. Donc on a un tapis de scie, et avec ce rhododendron rouge, c'est vraiment impeccable. Ça fait un contraste absolument magnifique. C'était un peu fait exprès, mais pas que. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est les azalées du Japon qui donnent un petit peu de couleur, et puis ce rose avec ce bleu aussi des scies, c'est assez joli. Donc ici on a une grande surface qui est quasiment à l'état de sous-bois en été, puisque les scies disparaissent en été. Donc après la floraison, ça forme des graines. Des graines, on en a ici. Donc voilà, ça forme des graines. Ça peut éventuellement se ressemer si le sol est assez léger. Et maintenant, comme il y a une bonne épaisseur de feuilles mortes, ça a tendance à pulluler un peu partout. Et donc, le sol se retrouve quasiment à nu en été. Donc, on n'a que des feuilles mortes sous ce hou taillé en champignons. Et bon, ce massif est encore assez récent, dans le sens où tout ça, ça va évoluer. Le rhododendron va se développer. Donc là, il n'est pas encore très développé, parce qu'il y a une année, il avait gelé. Et donc, on a énormément perdu en matière de temps, puisqu'il devrait être beaucoup plus gros que ça. Donc là, il devrait faire le double. Et à vrai dire, je crois que c'est quasiment une branche qui est repartie. Et il devrait faire le double, il devrait faire pratiquement 2 mètres de diamètre. Là, il fait à peu près 1,20 m. Alors ici, j'avais balisé un petit chemin entre les scies, donc avec des traverses de chemin de fer. Là-haut, j'ai créé une pseudo-haie, parce que ça reste une haie libre. Donc l'idée principale, c'est pas vraiment de se cacher ou de faire un brise-vue, c'est plutôt d'agrémenter, d'augmenter un petit peu la collection de plantes dans le jardin, et en même temps cacher un petit peu ce qu'il y a derrière, parce que derrière, c'est simplement un sous-bois avec quelques lauriers plantés ici ou là. Ce n'est même pas vraiment une haie de laurier, c'est un espèce de vrac de laurier, et ce n'est pas forcément très bien entretenu, et ce n'est pas vraiment très beau. Donc ici on a un Thuya ringold. Ici, je pense que vous ne connaissez peut-être pas, parce que c'est un Elwingia. Donc c'est un arbuste persistant de Chine, mais très peu répandu, et qui nous fait des fleurs en plein milieu des feuilles. Oui, je sais, c'est bizarre. Donc les jeunes pousses sont un petit peu pourprées. Un petit peu, hein, c'est pas vraiment pourpre, mais les jeunes pousses sont un petit peu pourprées, un petit peu comme le Lonicera que je vous ai montré, un petit peu plus discret. Ce n'est pas du tout le même aspect. J'aime beaucoup cet arbuste, mais d'un autre côté, on peut pas dire que ce soit beau. C'est surtout tellement curieux. Les fleurs sont vertes et elles ne sont pas parfumées. Par contre, à voir de près, c'est vraiment très très rigolo. Donc c'est pour ça que je vous montre cet arbuste, et c'est pour ça aussi que je l'ai planté. Alors c'est pas trop exigeant, parce que apparemment, même si ça pousse pas très vite, le mien chez moi pousse beaucoup plus vite. Il est sous un débord de toit, et il est, on va dire, il est alimenté très fortement en eau. Peut-être pour ça qu'il pousse plus vite. À côté, on a un laurier du Portugal panaché. Donc lui, il est marginé de blanc crème. Laurier du Portugal qui pousse évidemment un petit peu moins vite que le laurier du Portugal que l'on connaît tous, et qui est assez répandu et qui se sème un peu partout. Ici on a un hou panaché, mais je ne sais plus la variété parce que j'ai dormi depuis. Ici on a une Dirvilea, mais qui est un petit peu envahie par du géranium. Le Dirvilea, il est là. Alors c'est marrant parce que c'est un petit arbuste caduc,
qui fait des feuilles un peu pourprées, mais avec une nuance assez intéressante et assez rare. Alors ça n'a rien à voir avec le Lonicera, c'est très différent. Mais les feuilles sont tout de même assez jolies. Donc les feuilles sont très mates. Ça fait... ça me rappelle un peu une Lysimaque pourpre. Et apparemment il a tendance à drageonner. Il y en a un bout ici. Bon, il va falloir désherber parce que c'est joli le géranium, mais c'est un peu envahissant. Et le Dirvilea peut faire des petites fleurs jaunes en été. Alors c'est assez discret. Par contre, sur ce type de feuillage, je vous garantis que ça ne passe pas inaperçu. Alors les petites fleurs jaunes rappellent un petit peu les fleurs de chèvrefeuille arbustif, mais c'est un Dirvilea. Alors derrière lui, on a un laurier palme marbré ou panaché, c'est comme vous voulez. La variété, bon, je crois que je vais pas réussir à la ressortir, c'est pas grave. Une Nandina, bambou sacré. Par contre, celui-ci, ça devait être avec des boules rouges, mais il n'a pas de boules. Et puis le dernier, fusain persistant, donc Evonimus fortunei Emerald and Gold. Alors fusain parfait pour faire des petites boules d'environ 1 mètre de diamètre. Celui-ci il est déjà très vieux parce qu'il faut être très patient pour former des boules comme ça. Mais c'est vraiment une très belle variété pour faire des boules et je trouve que c'est très intéressant. Il peut pousser très très bien à mi-ombre. Et ici, je trouve qu'il a tout à fait sa place. Et avec les cils bleues, le contraste est, je trouve, très intéressant et très harmonieux. Même d'ici, alors je sais qu'à l'écran, le rendu ne va pas être terrible. Mais à voir en vrai, les cils, c'est très zen. C'est vraiment remarquable. On ne s'en lasse pas. Je contemple les cils, c'est magnifique. La couleur, j'adore. Alors c'est pas pour me vanter parce que les cils étaient là avant que j'arrive et il y en avait peut-être autant, je ne sais pas. Mais en tout cas, maintenant, elles ont vraiment pullulé et elles se sont vraiment multipliées. Donc ensuite, on avait... Bon, là on a un buis, c'est pas intéressant. On avait un laurier sauce. Ici, on a un abies vraiment très bleu. C'était Abies procera glauca de mémoire. Et puis une osmante Ogon. Alors celle-ci fait des jeunes pousses orange. Je vais essayer de trouver la jeune pousse la plus orange possible. J'ai mis un petit coup de tailleuse il n'y a pas très longtemps. La plus orange, c'est... Donc là, voilà, on a des jeunes pousses qui sont encore un petit peu teintées. Donc on voit que c'est vraiment une couleur très originale. Donc là déjà, c'est trop tard pour voir les jeunes colorations de cette plante parce que nous sommes fin avril. Et c'est une plante qui démarre début avril. Donc là, c'est la fin de la coloration. Alors au soleil, elle est plutôt blanche en feuillage. Il faudrait que je vous fasse une petite démonstration. Je vais vous montrer donc une feuille au soleil et une feuille à l'ombre, ce que ça donne. Voilà, on peut avoir un dégradé assez surprenant. Et puis je vais prendre une feuille entre les deux. Voilà celle-là. Voilà ce qu'on peut obtenir en matière de dégradé. Donc au soleil, les feuilles sont blanches, ou presque. À l'ombre, les feuilles sont à peu près vertes. Et puis en mi-ombre, les feuilles sont jaunes. Bon, dans l'ensemble, c'est une osmante à feuilles jaunes. Un petit peu piquante, puisque c'est un cultivar de Osmanthus heterophyllus.
Alors en floraison, elle n'est pas particulièrement très intéressante, mais par contre au niveau couleur, c'est une de mes préférées parce que elle est vraiment très originale. Je connais très peu d'arbustes qui donnent des couleurs comme ça au printemps. C'est très coloré en début de printemps, donc fin mars, début avril, en plus ça démarre assez tôt. Par contre, je dirais le petit inconvénient, c'est que ça pique, mais là de mémoire je suis incapable de vous donner un arbuste qui fait des pousses aussi colorées, tellement c'est surprenant. Alors à côté on avait une symphorine à feuilles jaunes, je n'en vois plus, peut-être qu'elle a abandonné. La symphorine fait des feuilles jaunes mais pas des jeunes pousses orangées. Alors à côté on avait un magnolia stellata, donc un petit magnolia caduc. Et puis oui c'est vrai, un petit peu plus loin, par contre je vais pas avoir les fleurs à vous montrer. Un petit peu plus loin on a un Corylopsis pauciflora. Alors très joli arbuste, par contre les fleurs jaunes c'était beaucoup plus tôt dans la saison puisque c'est une floraison hivernale où ça doit fleurir en mars, un petit peu avant le forsythia. Donc j'adore le feuillage, même les feuilles sont très jolies. Les feuilles sont vraiment très belles avec les nervures vertes et le feuillage pourpre sur le dessous. Et sur le dessus, c'est un peu différent, ça donne pas vraiment la même chose. Ah, c'est surprenant, vraiment. Et puis on a une enveloppe aussi, l'enveloppe des boutons. Donc on a des espèces de gaines sur les boutons, des gaines un petit peu rougeâtres. C'est presque aussi beau qu'une floraison. Très joli arbuste, je vous redonne le nom, Corylopsis pauciflora. Il y a au minimum 3 variétés, puisqu'il y avait une variété à feuilles un peu pourprées, il y a une variété naine dont j'ai oublié le nom, et la pauciflora, la variété pauciflora, on va dire, c'est la plus vigoureuse. Alors celui-ci pourrait facilement gagner 1 mètre, là il fait à peu près 1,20 m de hauteur. Bon, si je le redresse, il fait même 1,50 m environ. Dimension maximum, c'est environ une boule de 3 mètres. Donc voilà ce que ça donne. Et là-haut, on avait un Prunus cojonomai, donc prunier à fleurs, ou plutôt cerisier à fleurs. Prunus étant prunier, mais on peut appeler ça cerisier à fleurs nain japonais, qui forment des petits fruits, mais des petits fruits, ça veut pas dire que c'est de la nourriture, hein. Les fruits ne sont pas comestibles, j'imagine, ils sont très acides. Les feuilles sont vraiment petites et c'est assez florifère comme variété. Une variété très intéressante, et on va dire que c'est une variété qui pousse un petit peu en forme de bonsaï, dans le sens où elle est très compacte et elle a tendance à pousser un petit peu enchevêtrée et à avoir des rameaux assez torturés. Donc un développement qui semble assez perturbé, et les pousses sont assez courtes, trapues et très ramifiées. Donc c'est pas une variété tortueuse, mais on n'en est pas loin. Je crois que c'est à peu près terminé pour cette partie, puisque de toute façon la partie d'après c'est une partie, on va dire, qui est en réaménagement. Ce sera plus joli dans 1 an. Là on n'a pas de belles plantes. Donc je vais terminer par le Sarcococa. De mémoire, variété Eucheriana. De mémoire parce que j'ai un doute. Donc Sarcococa. Floraison odorante blanche en hiver. C'est marrant parce que il y a des glandes arrivées là-dedans. Ça c'est j'imagine les oiseaux. Donc Sarcococa, petite fleur blanche, pas très visible mais très odorante en hiver. Celui-ci c'est une grande variété, normalement il peut faire 2 mètres voire plus, mais comme ça pousse pas vite, et bien là je dirais en 10 ans, bon il aurait pu faire 1,20 m, mais comme je l'ai taillé sur le dessus, je veux qu'il forme une boule, pas comme un buis mais presque. Donc lui il a un petit peu poussé au ralenti. Bon, à côté on a un Cornus Winterflame, mais ce n'est plus l'époque. Et enfin j'ai créé ce petit massif, c'était pour casser cette espèce d'alignement. Donc visuellement je voulais casser le mur qui était
trop rectiligne à mes yeux, donc je trouvais ça affreux. Donc voilà pourquoi j'ai créé ce mini immersif. Alors c'est aussi là pour donner un petit intérêt, remettre quelques fleurs, remettre un petit peu de vie quand même ici, puisque c'est devant une fenêtre de bureau. Donc on retrouve un skimia, bruyère. Alors il n'y a pas beaucoup de plantes et on a perdu un saule caprea, saule pleureur nain. Ici on a une véronique arbustive encore, c'est la seule comme ça dans le jardin. Il y a plein de véroniques arbustives dans le jardin, mais celle-ci c'est la seule comme ça. Une bruyère qui fleurit très longtemps, donc évidemment les bruyères c'est vraiment impeccable si on peut les voir dans la maison, puisque ça fleurit très très longtemps. Un pin, Tanimanoyu, lui qui est très beau toute l'année, mais remarquable au printemps. Alors là, ce n'est pas encore les jeunes pousses, on va dire, c'est... Comment on pourrait appeler ça? Moi j'appellerais ça des espèces de petites queues de rats en fait. Donc c'est pas encore tout à fait les jeunes pousses. Les jeunes pousses, pour moi, c'est plutôt dans quelques jours. Donc là, on a les jeunes pousses qui sont un peu recroquevillées, les aiguilles ne sont pas encore sorties, elles commencent à sortir. Et normalement, il doit être assez coloré. Bon, je pense qu'il va falloir revenir dans 1 ou 2 semaines. Donc grosso modo, c'est un pin crevette. Donc un peu comme le massif derrière, comme on avait des saules crevettes, j'ai planté un pin crevette. Alors celui-ci, il a une dizaine d'années de plantation, il pousse pas vite. C'est un petit pin. Et le feuillage est pas blanc, mais un peu blanchâtre, verdâtre, un peu entre les deux. C'est ni jaune, ni blanc, ni vert, c'est vraiment très original. Comparé à la bruyère, on voit que ce n'est pas du tout la même teinte. Derrière, une lavande qui était là depuis le départ, donc bon, celle-ci, je ne vais pas en parler. Et à l'origine, l'aménagement s'arrêtait ici avec ce muret affreux que je n'aime pas du tout. Et d'ailleurs, vous voyez un décalage entre les traverses. C'est tout simplement parce que les traverses paysagères ont été renfoncées, parce qu'elles sont complètement pourries de la base. La base étant prise dans le béton, j'ai retapé un petit peu dessus pour qu'elle tienne, autrement elle serait tombée par terre. Donc je trouve ça presque plus rigolo comme ça, mais bon, je n'aime pas spécialement voir les traverses. C'est pour ça que j'avais planté de manière à les cacher un petit peu malgré tout. Et voilà la vue d'ensemble, ce que ça donne. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce, pensez à mettre des commentaires aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour répondre. Je ne suis pas une simple IA, donc étant un être humain, je peux vous répondre si vous avez des questions sur une plante ou tout simplement des questions pour aménager votre jardin. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, on a besoin de vous. Ciao!